Euh, Donc, notre prochaine séance est modérée par la docteure Jen Goberman. Jen, bienvenue. Elle est professeure et présidente du département d'immunologie de l'Université de Toronto. Ses recherches portent sur l'immunité adaptive, l'auto-immunité, l'immunité intestinale et la sclérose en plaques. Elle a obtenu son doctorat en immunologie à l'Université de Toronto et a effectué un stage postdoctoral à la Harvard Medical School. Et elle est donc titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'immunité spécifique des tissus. Tout au long de la pandémie de COVID-19, le docteur Goberman a mené des recherches sur l'immunité contre SARS-CoV-2 avec Covernet en étudiant la réponse immunitaire des muqueuses à l'infection et la vaccination. Vous allez modérer de façon virtuelle. Alors, on va vous aider si vous avez besoin. Vos panélistes sont là. Merci, Tim. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je travaille à partir de la maison parce que je vais prendre l'avion à Montréal pour être des vôtres demain. Je n'ai pas pu être là aujourd'hui, alors on va continuer nos discussions en personne. Demain, je voudrais vous présenter les panélistes pour cette discussion. Nous avons ici en personne la docteure Monica Strengert, qui est virologue, qui s'intéresse particulièrement à la régulation immunitaire de l'hôte après infection, la vaccination et des interventions pharmaceutiques. Elle dirige actuellement l'équipe de diagnostic des maladies infectieuses adaptives au sein du département d'épidémiologie du Centre Helmholtz de recherche sur les infections en Allemagne. Avant de travailler au Helmholtz, le docteur Strengert a contribué en tant que biologiste principal et chef de programme dans l'unité de plateforme de découverte de l'inflammation respiratoire réfractaire de GlaxoSmithKline à la mise au point des nouveaux médicaments destinés à prévenir des exacerbations de la BPCO causées par des agents pathogènes. Alors, je vais introduire les personnes au fur et à mesure. Je vais demander donc à la docteure Strengert de prendre parole d'abord. So yeah, hi. Thanks for the introduction and the possibility to Merci present pour cette présentation et cette possibilité de présenter les essais qui ont été mis au point depuis les dernières 4 années. Je vais me concentrer sur donc les outils pour l'analyse différentielle de l'unité humorale dans les études de surveillance. Nous nous servons donc de la technologie qui est basée sur les billes. C'est donc ça permet l'analyse à jusqu'à 1500 échantillons, plutôt jusqu'à 500 paramètres. Plutôt. C'est compatible avec un environnement de laboratoire standard. Et la capacité de la plateforme est de jusqu'à 1500 échantillons par jour. C'est ce qu'on trouve dans nos collaborations avec le NMI. On m'a aussi demandé de commenter sur le développement donc en ce qui a donc des essais. On le fait donc sur les bases, basé sur les lignes directrices du FDA en matière d'immunoessais. On essaie aussi d'appliquer des normes internationales pour que nos données soient comparables à d'autres données en ce qui a de notre biomatière. On essaie d'ajuster nos échantillons donc les installations d'expression de protéines mammifères, d'insectes et bactéries pour que ce soit donc pertinent. Helen disait aussi que nous nous servons donc des échantillons secs et c'est vraiment plus avantageux au niveau du coût de la recherche. Les pathogènes auxquels on s'est intéressé sont énumérés ici.
Je vais vous présenter des données sur l'hépatite A, la rougeole, les orions, l'arpéole, VZV, ainsi que les virus hépatite ABCT et d'autres. On a été très occupé au cours des 4 dernières années avec SRAS-CoV-2. On a mis au point 2 tests de multi-CoV AB et aussi on a fait donc le RBD CoV AS2. On a ciblé SRAS-2. On a utilisé une plateforme multiplex et ce pour incorporer l'évolution génomique de SRAS-CoV-2 parce qu'on avait des variants qui nous préoccupaient, dont l'Omicron, qui s'exprimait au niveau local. Avec ces 2 tests, nous avons testé plus de 300 000 échantillons. On a regardé la séroprévalence. On a examiné cela au stade de la maladie en clinique. On a fait un développement préclinique des vaccins en ce qui a des réactions à la maladie ou à la vaccination et une immunité croisée préexistante. Eh bien, on pensait qu'il allait avoir un impact sur la viabilité du vaccin si les gens étaient déjà malades avec la grippe. En Colombie et en lieu autochtone, nous avons fait des études en ce qui a donc de l'immunité des cellules B. Nos études sont controversées et c'est parce que la conception de notre étude a mené à différentes conclusions. Les gens se concentraient sur les infections transmissibles. Nous avons examiné d'autres approches en 2020. Nous savons qu'il y a des anticorps nucléocapsides étaient présents dans certains individus. Nous avons fait cette distinction et ensuite fait un profilage avancé des réponses vaccinales dans la population. On a vu donc un échantillonnage basé sur la population plus grande, une étude allemande sur la séroprévalence du SRAS-CoV-2 et on voyait qu'il y avait aussi le ARN qui était présent. Nous avons pu démontrer un profil donc d'antigènes de pic. Nous avons vu que les anticorps avaient une capacité neutralisante. Mais lorsqu'il y avait donc vaccins qui étaient basés sur les vecteurs, étaient donc d'une autre efficacité. Nous avons aussi pu faire le profil dans d'autres populations à risque pour la COVID. C'était donc une cohorte de dialyse que nous avons suivie dès leur premier vaccin avec Pfizer, et ce jusqu'à 3 doses de Pfizer, une dose de Moderna, et ils ont reçu le vaccin, donc un autre vaccin à la fin. Nous avons pu échantillonner notre cohorte au fur et à mesure pour montrer à quel point leur statut de vaccination fonctionnait. En ce qu'il y avait des variants qui étaient nouveaux ou qui étaient émergents. Nous avons fait une étude de pseudotype
Et j'ai dû argumenter très fort pour que le nombre d'échantillons soit autour de 100 avec nos collaborateurs. En général, on examinait 100 échantillons par jour et on voulait mettre en relief donc le potentiel d'un système multiplex. Et je dispose de 2 minutes de plus. Comme je disais, il est assez facile de distinguer donc la vaccination avec les anticorps euh, dont on se servait. C'est aussi assez facile avec notre autre façon de faire. Au cours de la dernière année, Now my slide is stuck. No, it's euh, working. We have been also able to show that nous avons, differentiation of hepatitis nous avons pu différencier les réponses d'ACC et de l'INF pour soutenir donc la politique de vaccination. Il faut donc, on a la preuve de concept pour l'hépatite A par la détection d'anticorps dirigés contre la protéine accessoire de AB3C. Nous sommes en train d'appliquer cela dans le premier cas. Nous travaillons donc chez les enfants de Bogota et sommes en train d'évaluer l'efficacité de la politique colombienne de vaccination à dose unique. Nous avons fait donc un test de sérologie. Dans le premier cas, c'était dans le cas donc de rougeole pour dans l'absence donc d'un test de référence. Nous avons donc fait un profilage d'antigènes avec des peptides et un profilage donc de peptides et d'antigènes. Nous avons donc implanté des panels pour exposer l'efficacité des vaccins pour enfants. Donc, bien sûr que notre objectif principal pour ce test, c'était de différencier les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées pour l'éradication de la rougeole. C'est une des raisons que nous avons fait donc un profilage large d'antigènes. Et ainsi, avec les marqueurs en bas à gauche, on peut faire une analyse combinée pour démontrer la spécificité des personnes vaccinées. Nous avons fait ça avec un cohorte de 150 personnes assez petit. Nous voulons faire une étude beaucoup plus grande pour voir si nos résultats se tiennent dans ce contexte aussi. Alors, sur ce, j'ai terminé ma présentation. J'espère que j'ai pu démontrer que les immunodosages multiplex sont des outils personnalisables adaptés pour fournir les estimations différentielles d'immunologie et de précision aux études de séroprévalence. Merci à tous nos commanditaires et nos collaborateurs qui ont rendu possible nos études. Our next speaker is joining us on. Je remarque que vous travaillez sur la salive. On en parlera demain. Maintenant, Alex Dudevic, qui est chef de groupe pour les essais immunologiques multiplex à l'Institut des sciences naturelles et médicales de l'Université de Tübingen en Allemagne. Après avoir obtenu son doctorat sur le développement d'outils moléculaires pour les vers parasites à l'Institut Max Planck de biologie, il a rejoint l'Allemagne en 2020 en tant que chercheur postdoctoral et chef de projet. Aujourd'hui, à la tête de son propre groupe, il concentre ses ressources sur le développement des tests immunologiques multiplex pour les pathogènes respiratoires émergents et influencés par le changement climatique, avec un accent particulier sur la différenciation entre l'infection et les réponses immunitaires dérivées d'un vaccin. Pendant la pandémie de la COVID-19, le docteur Dudevic a contribué aux études immunologiques du SARS-CoV-2 et a étudié les biomarqueurs de la post-COVID ainsi que les effets des MPI
sur l'état immunitaire vis-à-vis d'autres agents pathologiques. Merci pour cette introduction. Est-ce que tout le monde m'entend et voit mon écran? Bien, merci pour l'introduction. Je vais reprendre où Monica a terminé parce que nos deux groupes travaillent en étroite collaboration. Elle a présenté un survol sur l'immunologie de précision que nous faisons. Je vais parler plus précisément de ce que nous faisons dans le contexte de la santé publique. Quand on parle d'essais sérologiques, évidemment, on veut étudier l'extension ou la susceptibilité, mais je vais plutôt parler du développement des essais pour identifier des réinfections, par exemple. Nous avons déjà trouvé la présence d'un anticorps ne sert pas à grand-chose, on le sait. Bon, nous essayons de faire le suivi des pathogènes et travailler sur le développement rapide à des éclosions. Quand j'ai préparé mes diapos il y a 2 semaines, je me suis dit les gens sont probablement saturés pour ce qui est du SARS-CoV-2. Parlons de la variole simienne ou du VSRS plutôt. Là, hier, j'ai vu qu'on en parle. Bon, maintenant, on se rend compte que les très jeunes ne présentent pas d'anticorps pour diverses raisons. Mais si vous regardez le graphique en droit, on a le titrage post. Ça représente 90% des anticorps pour le VRS. On a 6 ans, mais on voit à gauche qu'il n'y a pas de tendance claire. Tout le monde est très individualisé en fonction de leurs expositions antérieures, du niveau d'activité de leur propre système immunitaire et du délai depuis l'infection précédente. On sait qu'il ne serait pas facile de faire un échantillonnage aléatoire. Il fallait plutôt faire un échantillonnage longitudinal. Et il a fallu suivre les différences en réponse à l'infection. Normalement, on utilisait les résultats positifs par rapport aux résultats négatifs. Là, il fallait passer par les essais cliniques et les essais d'exposition. Et ensuite, le profilage nous permettrait d'identifier les ratios qui sont indicatifs de réinfection et d'infection active. Et dans les échantillons de placebo et les échantillons négatifs, voyons comment se déroule la décadence. Comment est-ce que les gens évoluent en infection ou vers S. Bon, évidemment, on suit les lignes directrices en matière d'éthique. Bon, si vous achetez une trousse d'un fabricant, c'est la variance qu'on obtient. Si on classifie un changement, une infection comme étant changement de titrage de 10 à 20%, il faut améliorer la variance. Et Patrick Watsap, doctorant, qui a publié récemment quelque chose qui regarde de près la façon dont on peut lier les antigènes à chaque étape. Il y a 2 avantages. L'essai à un CV de 4%, même certains à moins de 2. Et deuxièmement, ça introduit plusieurs anticorps négligés dans la littérature. Les anticorps de protéine G qui définissent le VRS en sous-type. Avant, on les avait négligés ou omis dans le développement des essais parce que les résultats n'étaient pas cohérents. Mais quand on les optimise, les protéines G étaient très intéressants parce que ça dépend si c'est une infection VRS 1 ou VRS B chez les jeunes adultes et les enfants, mais aussi chez les adultes, on peut avoir de 50 à 90% d'échantillons positifs et de dire
Ça, c'est un sous-type A ou un sous-type B comme infection. À partir de là, on a pu introduire ça dans des études. Et il y a une étude en cours avec la même population. On a fait des échantillons sur 3 ans et nous pouvons suivre comment le pathogène se répand dans la population d'une année à l'autre. Et quand on combine ça avec des données de nivellement, ici, c'est du RKI, ça, c'est des PCR classiques. Et on indique que en rouge et en violette, les enfants moins de 4 ans. Là, on a le plus de tests positifs. C'est logique, on fait des PCR chez les jeunes, les enfants, quand ils arrivent à l'hôpital. Mais dans la saison 21-22, c'était la transmission dans les ménages. Il n'y avait pas que les enfants, les parents avaient des infections aussi. Et après, quand on a eu les mesures NPI et que la COVID se répandait davantage, non seulement la magnitude des infections était plus grande, mais il y avait aussi le facteur des grands-parents. La majorité des infections se faisaient chez des personnes de 60 ans et plus qui ne seraient pas représentées dans les essais PCR, qui ne sont pas, parce qu'ils ne sont pas testés de cette façon. C'est un exemple de comment on peut développer un essai et en tirer des informations de modélisation en santé publique. On le suit depuis 2 ans et on essaie de... bon, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je pourrais peut-être te parler de ce qu'on fait pour d'autres pathogènes. Et quand je parle de pathogènes liés au changement climatique, ce sont les pathogènes portés par les tiques à gauche. Les tiques sont partout en Europe centrale, surtout en Allemagne. On a un taux soupçonné de 0,03% de la population infectée par la maladie de Lyme chaque année. Mais maintenant, il y a des espèces de tiques qu'on ne retrouve pas normalement au centre ou au nord de l'Europe, plutôt vers le sud de la Méditerranée et même l'Afrique, qui se propagent vers le nord. On a un vecteur connu pour le CCHF. On a eu les premiers cas trouvés en Europe et ça commence à se répandre plus au nord. Bon, dans le contexte des maladies, nous avons développé un essai en multiplex, le borrélé multiplex, pour étudier la propagation de la maladie de Lyme. Normalement, il y a un diagnostic à 2 étapes, le Western Blot, qui ne convient pas bien à l'épidémiologie. Mais avec le système Teleflex, avec des mesures et des classifications doubles, on pouvait développer un essai qui pouvait traiter des antigènes spécifiques de l'IgG, de l'IgM, et couvrir toutes les espaces présents en Europe. Et on a un essai à une étape avec des sense spec de 15% à peu près. Bon, je n'entrerai pas dans le détail ici, mais on a vu qu'il y a un certain nombre de différences sur le plan géographique, de l'âge et du sexe. J'en parle parce que cet essai va être utilisé de façon répétée dans les années à venir parce que la maladie de Lyme est un avertissement. On voit 0 prévalence. Ça va devenir de plus en plus fréquente. Ces maladies rares vont se développer et l'essai va nous permettre de développer la technologie et d'étudier d'autres pathogènes. Bon, sur le développement rapide, enfin, nous avons fait ça dans le cadre de la fièvre catarrhine et aussi de la variole simienne. On a pris 14 antigènes différents de Mpox et de Vaccinia. J'attire votre attention sur le groupage à gauche. Ce qui a été critique, c'est que nous avons vu très tôt, dans des semaines du début de l'essai, le groupement ne faisait pas en fonction de l'espèce, mais des antigènes, ce qui était une indication forte que les anticorps des vaccins anti-Mpox
et aller avoir une interaction croisée avec l'IMPAS. Bon, pour une raison ou une autre, en Europe, d'autres groupes, nous et les gens au Royaume-Uni et en Norvège et aux Pays-Bas, le BER était donné de plus d'informations. Une spécificité de 86, 97 et 98, respectivement. Avec ces antigènes, ça nous donnait un gain de plusieurs points de pourcentage. En août 2022, pendant que l'éclosion touchait à sa fin, on voit ici, en établissant le seuil à 100 003 ou 100 004 en fixant le seuil à ce nombre d'échantillons. Ce qui est critique, c'est que les jeunes enfants et les jeunes adultes sont regroupés en bas à gauche, mais aussitôt que le vaccin contre le variole arrive, la situation change. Ce qu'on étudie maintenant de façon plus détaillée, c'est qu'il y a à peu près 10% de ces personnes classées positives qui n'ont pas eu de vaccin. Ça représente 1% de la population. Autrement dit, il y a d'autres orthopox qui circulent en Allemagne qu'on ne connaît pas. Et on pousse l'analyse pour essayer de déterminer ce qui réellement est en train de circuler. Bon, j'espère que j'ai pu présenter très rapidement les travaux que nous faisons, du moins en partie. Je remercie les groupes avec lesquels on travaille et je vous remercie de cette occasion de présenter. Bien, merci beaucoup. Notre dernière panéliste est la docteure Emiliana Falcon, directrice de la clinique de recherche post-COVID-19 de l'IRCM et de l'unité de recherche sur le biome et la défense des muqueuses de l'Institut de recherche clinique de Montréal. Son unité de recherche se concentre sur l'étude du rôle du microbiote dans la stimulation des réponses immunitaires locales et systémiques chez les patients atteints de déficit immunitaire primaire spécifique. Elle est également professeure adjointe clinique de l'Université de Montréal, spécialiste des maladies infectieuses du Centre hospitalité de l'Université de Montréal et titulaire d'une chaire de recherche du Canada sur le rôle du microbiome dans l'immunodéficience primaire. Pendant la pandémie de COVID-19, elle a mis sur pied la clinique de recherche post-COVID-19 de l'IRCM, première clinique du genre au Québec, et elle a évalué des centaines de patients atteints de COVID-19 à long terme. Bon, merci de l'invitation. Je suis très impressionné par le niveau des présentations à cette conférence. Je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas spécialiste de l'épidémiologie non plus, mais je suis très intéressé par le développement de biohackers. J'ai travaillé sur les maladies rares et bon, le COVID-19 vient moins rare maintenant. Avec mes découvertes de biohackers, je suis devenu le responsable biomédical d'un réseau dirigé par Angela Chung et je préside l'équipe de mise au point de ligne directrice pour le diagnostic d'infection post-Covid. Comment est-ce que j'en suis venu là, être là aujourd'hui? J'étais en voyage pour assister à un événement. J'ai rencontré Tim et je me suis dit, il est important au GTIC, je devrais peut-être lui parler, surtout qu'il m'a donné de l'argent. Je suis allé le voir et j'ai dit, Tim, voici ce que je suis en train de faire. Hein. Et en fait, je voulais trouver une façon d'intégrer véritablement la recherche sur les biomarqueurs dans le travail clinique. Et il a dit, est-ce que vous avez parlé de Emanette? J'ai été soufflé. Ma liste de choses à faire s'est allongée. Je suis là aujourd'hui. Avant la pandémie, j'ai créé mon laboratoire à l'IRCM et on cherchait à trouver, de comprendre comment le microbiome influait sur la gravité de ces maladies. Et bon, on a développé des études sur l'adaptation chez les hôtes des bactéries.
Ensuite, il y a eu la COVID longue, persistante, et on a étudié l'impact des vaccins et sur les réinfections. On a regardé la dérégulation immunitaire et le rôle du biome. Bon, la clinique sur la recherche post-Covid a été la première au Québec et elle intègre une évaluation clinique effectuée par moi-même dans le contexte d'un protocole de recherche. L'évaluation clinique est assez complète et normalisée. Les visites sont très longues, mais en plus, nous faisons beaucoup d'échantillonnage et de mise en biobanque, salive, plasma de sérum de sang entier, urine, matière fécale, et ainsi de suite. Bon, et ensuite, on peut étudier les mécanismes. Les patients peuvent s'inscrire à notre protocole, être vus dans notre clinique n'importe quand pendant leur COVID. Mais on a une série de visites, 1, 2, 3, 5, 6 mois et 12 mois, et ensuite 24 mois. Bon, ils peuvent être vus de 2 à 4 semaines après avoir reçu un vaccin anti-COVID aussi. Notre structure est assez très commode. Je ne fais pas mes 10 000 pas par jour parce que le laboratoire est au-dessus de notre clinique. Bon, on a fait de l'immunophénotypage, du séquençage, mais on fait beaucoup de culture génomique. On isole des bactéries candidates intéressantes. On en fait une évaluation théorique et fonctionnelle. On a des modèles, y compris des modèles sur un, et nous incorporons des systèmes sur plus ergonomiques, personnalisés. Bon, j'ai manifestement un biais pour ce qui est de la dysbiose par rapport à la dérégulation immunitaire à long terme et des dommages aux organes. Et ça, on le voit dans le contexte des maladies post-Covid ou des infections post-Covid. À quoi ressemble notre cohorte? Elle est très petite par rapport aux vôtres, mais ça reflète ce qui a été publié dans beaucoup d'études. La plupart de nos participants sont des femmes d'âge moyen avec une infection aiguë non grave, non sévère. Quand on a recoupé les symptômes, on a vu qu'il y avait 2 grappes. Une grappe où il y a beaucoup de symptômes neurologiques, combinés avec la fatigue, évidemment, des problèmes de mémoire, des maux de tête, problèmes de concentration, le brouillard cérébral qu'on connaît, des problèmes de sommeil, et ainsi de suite. Ce grappe de symptômes neurologiques touche de façon importante une partie importante de notre cohorte pendant longtemps, des années même. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a regardé leur microbiote. Les gens de la grappe 1, avec beaucoup de problèmes neurologiques, avaient moins de diversité microbiotique. Si on pouvait transférer le phénotype par le microbiote, on a colonisé des souris sans infection. Et on a trouvé que les souris colonisées par la matière fécale des gens de la grappe 1 avec des symptômes neurologiques importants ont eu de mauvais résultats sur des tests de mémoire et d'anxiété et plusieurs autres tests. Bon, ça c'est nos données mécaniques vues de haut niveau. On a regardé la neuroinflammation aussi, qui est présente chez ces souris. Et on voulait faire le rapport entre la dysbiose et les dommages aux organes dans le COVID persistante. Bon, vous pouvez regarder les homulines et si la maladie était plus grave, il y avait plus de compromission de la barrière intestinale et de la translocation de sous-produits comme le bêta-glucane. Ensuite, on voulait faire un lien entre la dysfonction de la barrière intestinale et la dysfonction immunitaire.
J'ai des collègues chercheurs très intéressés par les cellules B, les lymphocytes B et en VIH. Et on a vu que les niveaux de BAF étaient en corrélation positive avec les marqueurs de compromission de la barrière intestinale, également associés dans les fréquences de lymphocytes B, y compris les lymphocytes B précurseurs qui prédisposent à l'auto-immunité. On les voit à la visite initiale, mais c'est encore plus prononcé, cette dérégulation à 12 mois post-Covid et même 24 mois. On le voit encore chez les personnes symptomatiques. Alors, on voulait voir, est-ce qu'on voit plus d'auto-immunité? On sait qu'il y a des études qui montrent qu'il y a davantage d'auto-immunité dans le Covid long. Et avec Aaron Ring et Yale, qui travaille dans le cadre d'un projet REAP, il a 6500 cibles protéinées. Et on a vu que des patients atteints de dérégulation avaient davantage de ces anticorps. Et on est en train de valider ça avec les auto-anticorps cliniquement disponibles. Et les niveaux sont en corrélation directe avec ces lymphocytes B. Alors, les résultats principaux de ces études, et bon, je ne suis pas rentré dans la microbiologie de tout cela, mais nous avons réussi à identifier un nouveau panel de biomarqueurs pour aider à diagnostiquer le COVID long sévère et de le suivre dans le temps, de voir comment ça réagissait à la thérapie, et ainsi de suite. On a développé une nouvelle méthode pour détecter des particules dans le plasma dérivées de la microbiote. Bon, c'est une empreinte de dysfonctionnement de barrière intestinale, mise en évidence par des particules qui circulent dans le microbiote liées à la gravité de la maladie. Bon, c'est une approche qu'on regarde beaucoup en cancérologie, mais la technologie est légèrement différente ici. Et on a identifié une nouvelle cible thérapeutique pour le COVID long. Et évidemment, la conséquence logique pour tout ça est de faire le suivi pour les infections post-infection et de faire un travail du genre qui est proposé par Imadette. Des biomarqueurs se présentent sous des formes et des tailles différentes. Dont il y a beaucoup d'immunoacides, métabolomiques, protéomiques et ainsi de suite. Mais on regarde ce qui vient du hôte et de ce qui vient du microbiote. L'intérêt pour ce qui est de suivre les biomarqueurs pour détecter des maladies chroniques, c'est très important. Plusieurs personnes en ont parlé hier. Et ça a été fait dans beaucoup d'études sur de grandes cohortes. Pour moi, c'est une synergie logique. Si vous allez regarder des maladies chroniques, vous allez regarder des affections post-infectieuses et des conséquences pour les dommages aux organes et d'autres maladies. Maintenant, nous avons une estimation biologique de la prévalence de différentes affections post-infectieuses. Maintenant, on peut faire le suivi à long terme après, à la suite de maladies communicables connues et émergentes. Et on peut se poser la question, comment est-ce que ces affections post-infectieuses agissent sur le vieillissement et l'incidence des maladies chroniques? Et ensuite, il faudrait identifier les groupes les plus à risque pour certaines affections, ce qui améliorerait la répartition, les ressources et l'amélioration de soins, et nous permettrait de mieux comprendre les facteurs intrinsèques et extrinsèques qui expliquent les affections post-infectieuses et chroniques. Pour revenir à ce qu'on disait hier, est-ce que c'est de la recherche ou de la santé publique? Pour moi, il faut que ce soit les deux. Bon, l'Agence de santé publique du Canada est une excellente plateforme pour suivre les conditions des affections chroniques. C'est détaillé, c'est longitudinal. Et moi, je vois très bien un panel qui porte sur les affections post-infectieuses avec des mesures de biométrie.
mon message à retenir, c'est que le COVID long nous a appris beaucoup de choses sur les affections post-infectieuses. Il reste beaucoup de choses à découvrir parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne cherche pas. Et les affections post-infectieuses sont des nouvelles maladies chroniques qui peuvent changer les tendances en vieillissement. On voit quelqu'un qui a la COVID longue et dont le cerveau a vieilli de 20 ans. C'est apeurant. Et il y aura des impacts pour l'allocation des ressources, mais les conditions post-infectieuses sont cliniquement complexes et hétérogènes. C'est pour ça qu'il faut mesurer les biomarqueurs pour soutenir les diagnostics et suivre les interventions et même bien randomiser les gens dans des études. Et évidemment, la synergie entre la surveillance longitudinale et l'étude de ces biomarqueurs immunologiques ou mesures de dommages aux organes vont définitivement amener à de nouvelles connaissances. Voici ma belle équipe. Merci à eux et à elles et à nos sources de financement. Merci. Merci beaucoup, Dr. Falcon. And so now we will move into the panel portion. Maintenant, nous allons passer à la partie discussion panel de la séance. Parmi nos objectifs, on veut regarder les approches scientifiques avancées soutenues par la surveillance, le développement d'essais, discuter des applications et regarder d'autres pistes de recherche. Je vais ouvrir ça avec des questions avant de passer à des questions de la part des participants. Et ça, c'est pour n'importe quel membre du panel qui veut bien y réagir. Quelles approches scientifiques avançantes sont soutenues par la surveillance et quels sont les impacts potentiels? Je pense que tout le monde en a parlé un petit peu en faisant la présentation, mais si vous pouviez nommer la chose qui représente l'approche scientifique la plus approchée qui pourrait vraiment changer la donne, ce serait quoi? Et n'hésitez pas à intervenir si ça vous tente. Bon, je vais peut-être commencer. Personnellement, indépendamment de la plateforme utilisée, le multiplex est la réponse évidente ici. Quand vous parlez de multipathogènes ou nous avons des outils, nous avons diverses plateformes sur lesquelles nous pouvons avancer. Maintenant, il faut faire l'effort et normaliser les essais parce que la normalisation des essais multiplex est compliquée et demande beaucoup de temps. Et c'est là, s'il y a des consensus et des groupes qui peuvent travailler ensemble, c'est là où on obtiendra le maximum de gains. Les deux autres présentatrices, je serai d'accord avec ça. Je pense que c'est absolument essentiel. Mais je pense que nous devons penser à l'amélioration de la technologie pour séquencer les génomes dans le microbiote pour comprendre où la personne a été, où elle s'en va et ce qui se passe dans son corps. Ce qui nous amène à l'autre question. Quelles orientations de recherche est-ce que la surveillance devrait explorer? Est-ce qu'il y a un rôle pour l'IA ou d'autres plateformes technologiques qui ne sont pas encore tout à fait prêtes, mais qu'il faut avoir à l'œil? Oui, mon expérience personnelle, nous travaillons un peu avec l'IA, ce qui nous a beaucoup aidé avec l'étude des biomarqueurs pour identifier des cibles uniques auxquelles nous ne penserions pas. Si on pensait modifier les protéines pour exposer des isotopes qui ne seraient pas naturellement disponibles, c'est là où l'IA fait une grande différence, nous permet d'avancer. On a cette approche descendante ça nous permet d'identifier des choses qui méritent d'être étudiées plus avant. Oui, il y a un grand rôle pour l'IA, mais il faut lui donner beaucoup de données. On aimerait beaucoup lui donner beaucoup de données sur les biomarqueurs. Et là, il faut de l'infrastructure pour générer des données et obtenir tous les consentements. On sait que c'est compliqué
On en a parlé hier. C'est actuellement notre grand goulot d'étranglement. Oui, je pense que le corrélat de la question, ce sont les préoccupations éthiques lorsqu'on veut fournir beaucoup de données, de métadonnées aux algorithmes. Bon, j'ai une question précisément pour le docteur Falcone. Ce que vous avez dit m'a fait penser à les chaînes lumineuses, filaments multiples. Je me demande, en réfléchissant à votre commentaire, nous ne voyons pas ce que nous cherchons pas. Est-ce que il y a des biomarqueurs faiblement abondants qui pourraient être très puissants? Et comment est-ce qu'on peut passer de l'étape de la découverte à l'étape de l'exploitation? D'abord, Jen, je suis grande fan de ce que vous faites. Merci d'avoir posé la question. Je fais beaucoup de liens entre ce que nous trouvons et la sclérose en plaques, par exemple. Il faut prendre les biomarqueurs identifiés en sclérose en plaques et les biomarqueurs que nous regardons et étudier les différentes populations par rapport à des conditions existantes, des applications existantes. Il est important d'accroître la sensibilité de certains de ces marqueurs. Et c'est un problème avec certaines des technologies multiplex et dans la surveillance, et les cibles que je cherche. Quand vous ratissez large, vous perdez de la sensibilité. Et vous jouez avec beaucoup de plateformes différentes. Et je suis sûr qu'il y a des façons d'obtenir plus de précision. Des fois, c'est comme pour le microbiome, on élimine les marqueurs faiblement abondants, mais bon, un petit peu de quelque chose qui est un signal de quelque chose qui va mal. L'accroissement de la sensibilité est une grande priorité. Quelqu'un aimerait ajouter quelque chose à cela? Oui, je parlais avec Thomas avant. Il disait que maintenant, tout le monde fait dans les essais multiplex. Et je pense que c'est très bien parce que, comme Alex l'a dit, le potentiel, bon, la densité d'informations qu'on peut obtenir avec les mesures. Je me souviens très clairement des discussions que nous avions en début de pandémie, quand on dit « Ah, vos essais ne sont pas utiles, on n'en veut pas ». Bon, au bout de 4 ans, je pense que la pandémie a aidé grandement à montrer ce que la technique peut faire. Dans notre institut, nous essayons aussi de positionner la technique comme une technique avec les différents types d'études et de pas de dire « Ah, vous ne faites que la surprévalence » ou vous ne faites que détecter la présence d'anticorps. Vous montrez ce que la technologie peut offrir. Il y a 2 projets où nous l'avons intégré. Il y a une cohorte nationale en Allemagne où on a fait une étude de faisabilité semblable à ce qu'on fait avec la biobanque au Royaume-Uni. Nous avons 5000 participants pour l'urine, le sérum plasmatique et les matières fécales. Et on montre ce qu'on peut faire avec cette technologie dans un contexte populationnel. Pensiez-vous que des publications composites pourraient être utiles? Bon, quelque chose d'empilé par rapport à une protéine, un anticorps, un cytokine, par exemple. Qu'en pensez-vous? Bon, j'ai des antécédents en pharmaceutique. On fait rarement des analyses simplex, mais souvent des multiplex. Il faut regarder les données de près et suivre la biologie. Et c'est évidemment le prochain problème. On se rend compte souvent qu'il nous manque les informations en bioinformatique et des gens qui comprennent la programmation et la biologie à la fois. Parce qu'en pharmaceutique, par exemple, nos statisticiens étaient très excités par les phénotypes COPD et
se concentrer là-dessus sans comprendre la biologie. Bon, ils ne comprenaient pas le contexte. Alors finalement, c'est une combinaison de développement d'essais, de bonnes données et de gens qui comprennent bien la biologie pour obtenir les meilleurs résultats. Oui, je suis d'accord, ces différentes approches doivent être combinées si on veut faire de plus grands bonds en avant. Nous allons ouvrir les questions à notre public, à nos participants. We have our first, Laurie, go ahead, please. Great, thank you. Hi, I'm Laurie Beach. Je suis biochimiste clinique, Laurie Beach. On parle d'essais multiplex et toute leur qualité. Pourriez-vous commenter sur la traductibilité, si on veut, à défaut de trouver un meilleur mot, en quoi ça peut se traduire vers le labo clinique pour s'assurer que tout, au fur et à mesure qu'on découvre des nouveaux biomarqueurs qui nous passionnent, la sensibilité, peut-être que ça serait formidable de passer à une pratique, intégrer ça à une pratique par le biais de Hemanet ou de nos études sérologiques. Comment permettre à tous les Canadiens accès à ces essais très spécialisés? Passer d'essais multiplex et finalement pouvoir les mettre en pratique en clinique. J'espère que pour les essais multiplex, la même tendance va s'appliquer que pour la technologie génétique j'ai travaillé à Haïti, par exemple. Ils ont réussi à faire ces tests et puis, bon, ils ont détruit pas mal d'équipements, mais j'espère qu'on va avoir la même poussée. Là. PCR, c'était pas commun il y a 30 ans. Maintenant, c'est de plus en plus fréquemment utilisé, c'est plus accessible, mais je pense que ça va faire une poussée vers une situation là, qu'on vise, qu'on aimerait avoir. Oui. Durant la pandémie, COVID, on a travaillé avec plusieurs labos de santé publique dans diverses parties du monde, et la technologie existe. Les labos ont des systèmes d'analyse capables de faire des analyses multiplexes, mais il y a un problème d'utilisabilité, si on veut. Il y a beaucoup de ces essais ne sont pas des essais, ce sont des essais spécialisés qui viennent de groupes universitaires plutôt que de quelque chose qui est en vente libre, qui est facilement disponible. Il faudra travailler avec les gens de l'industrie parce qu'évidemment, ils ne peuvent utiliser que des systèmes, des essais qui ont été certifiés. Oui, l'égalité à l'échelle mondiale, il faut s'assurer que ces essais puissent être utilisés dans ces autres environnements où il y a eu des disparités. Une autre question? C'est une question pour Monica. Vous avez brièvement décrit un virus un essai anti-hépatite A. Bon, c'est de 10 à 20 IU par litre. Est-ce que vous pouvez quantifier les niveaux comme ça? Dans cet essai-là, on n'a pas utilisé la norme internationale. Ça dépend beaucoup de quelle cohorte d'échantillonnage on utilise pour mettre sur pied l'essai. Mais une fois que l'essai est fait sur ce plan-là, en tant que société de sang, on envoie, nous, le sang complet, le plasma, tous les produits. Tout ça est envoyé chez 2 fractionneurs qui testent chaque don pour l'hépatite A et le virus B19. Et quand j'ai commencé au service canadien du sang, je recevais le cumul de données pour l'hépatite. Ça représentait 2,7 millions de données. Tout avait été testé par méthode PCR pour l'hépatite et on avait 0,01% et l'hépatite A n'est pas endémique au Canada. Il y a des vaccins, mais je ne sais pas
je ne sais pas ce que on m'a demandé c'est quoi votre taux de positivité pour la sérologie. Je ne savais pas, mais si j'avais un essai quantitatif, à ce moment-là, je pourrais voir quel est le niveau dans la population, surtout avec la population qui évolue. Les gens viennent de divers endroits qui ont été plus exposés, mais de la santé publique, on ne sait pas c'est quoi le niveau de séroprotection en ce moment. Et chaque don que je reçois a toujours... Maintenant, je pourrais faire une étude pour le niveau de protection, au niveau de la population. Mais vous pouvez quantifier. On devrait pouvoir. Bon, j'essaie de faire avancer ma carrière de chercheur. Là. Bon, on va voir si ça marche. Il reste 2 questions, oui. Merci. Merci pour ces données, c'est très intéressant. Poursuivre sur la question du potentiel, bon, que la COVID longue pourrait devenir la maladie par excellence en termes de maladie persistante après infection. Le VIH, par exemple, l'hépatite C, les infections chroniques virales. Bon, c'est 2 maladies où on s'intéresse, où on veut savoir, bon, est-ce qu'on peut avoir un contrôle, une façon de guérir ces maladies virales. Et ce sont des maladies virales. D'inclure ça au sein de la SPC, ça peut représenter un financement, mais vous avez raison. On pense au VIH, à savoir comment étudier l'immunorégulation. Moi-même, j'ai examiné, par exemple, les maladies cardio dans le contexte du VIH. Mais maintenant, c'est une maladie respiratoire, mais on cherche ce réservoir, si on veut. Une autre question ici? Merci. Merci, la présentation était intéressante. Il y a l'autre côté de l'accessibilité. Combien de personnes pourraient bénéficier de ces essais? Je pense que c'est pas chaque site au monde qui a besoin d'avoir accès à un essai qui vise à dépister plutôt qu'un dépistage de maladies aiguës. Si vous avez un patient avec un MERS, par exemple, ou une autre maladie, ils vont se présenter à l'hôpital, mais bon, là, vous avez quelque chose qu'il faut être traité immédiatement. Mais le dépistage, bon, il y a plus de temps pour arriver à un diagnostic, donc vous pouvez transporter votre échantillon vers un laboratoire plus centralisé qui peut faire les tests, les essais. Mais bon, il faut avoir des routes de transport, des conditions de transport des échantillons, et il faut avoir des échantillons qui peuvent être transportés comme ça. De votre point de vue, les biomarqueurs que vous examinez, vos échantillons, quelle est la stabilité de ces choses-là? Est-ce que ce serait, par exemple, possible de tester ça dans un labo centralisé à distance plutôt que de travailler sur le plan local? Any answers to that, Dr. Dulovic? Docteur Dulovic? La stabilité des échantillons, on sous-estime toujours en sérologie. Il faudrait pouvoir valider dans plusieurs populations. Les sensibilités varient, par exemple, au sein des populations en Europe. Pour ce qui est de l'instabilité ou la stabilité, nous avons envoyé cette trousse-là à plusieurs populations avec succès. Plusieurs labos ont travaillé et ont obtenu des résultats avec ces... Si on va dans des zones où il n'y a pas d'infrastructure, c'était une question importante dans certains pays. C'est une question des parasites eux-mêmes ou qu'est-ce qu'on cherche exactement?
il y a ça. Inaudible. Mais pour des questions de prévalence, par exemple la maladie de Lyme, ça pourrait être applicable. Il faut arriver à un équilibre entre où est-ce qu'on doit vraiment y aller avec du sérum, des échantillons de sang complets, et il y a des endroits où on peut travailler avec des échantillons qui peuvent subsister aux températures ambiantes. Donc, ça prendrait des biomatériaux qui sont plus stables. Je pense que nous sommes à court de temps. Les questions qui restent peut-être, que vous pourrez en discuter durant l'heure du dîner. Merci à nos conférencières et conférenciers pour leur très intéressante présentation. Et j'espère vous voir tous et toutes à 8 heures demain matin. Et désolé si j'étais seulement parmi vous en mode virtuel aujourd'hui.